Qu'est-ce qui se passerait si toute l'histoire de l'humanité telle qu'elle est consignée dans nos manuels scolaires n'était qu'un dernier chapitre jeté à la hâte dans un énorme tome presque infini? Que se passerait-il si bien avant l'apparition des dinosaures des milliards d'années, avant que le premier homme ne lève les yeux vers les étoiles des êtres humains, indistinguables de nous, avait déjà foulé cette planète? Vous pourriez probablement appeler cela de la science-fiction, l'intrigue d'un audacieux roman de science-fiction. Mais en 1969, dans la taïga sibérienne, la plus reculée à une profondeur où, selon toutes les lois de la nature, il ne devrait y avoir que de la pierre éternelle et du charbon des mineurs soviétiques, on fait une découverte capable de détruire notre conception du passé. Ils ont trouvé un artefact qui ne devait pas exister et le gouvernement soviétique a tout fait pour que le monde n'en sache jamais rien. C'est l'histoire d'une trouvaille qui menaçait de faire s'effondrer tous les fondements de la science moderne. C'est une enquête détaillée sur l'histoire de la princesse de Tizoul. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci. Notre récit commence en 1969. Le monde est divisé en deux camps et la guerre froide bat son plein. Il y a seulement un mois, un astronaute américain a fait le premier pas sur la Lune et l'Union soviétique, ayant subi un échec dans la course à la Lune, a redoublé d'efforts pour renforcer sa puissance industrielle. L'époque que l'on appellera plus tard l'époque de la stagnation ne faisait que commencer. Le pays était dirigé par Léonid Brejnev et la vie de chaque citoyen soviétique était soumise à un grand objectif, l'exécution et le dépassement des plans quinquennaux. À la base de l'idéologie d'État se trouvaient l'athéisme scientifique et le matérialisme historique. Le monde était connaissable, explicable, sans place pour les miracles et l'intervention divine. L'histoire était linéaire et compréhensible, allant du singe primitif à l'esclavage, puis au féodalisme, jusqu'à l'apogée de l'évolution l'homme socialiste. Toute déviation de ce tableau soigné était impitoyablement arrachée. C'est dans ce monde, au cœur même de son industrie, dans la région de Kemerovo, surnommée Kouzbas, la chaudière de toute l'Union, qu'un événement qui ne rentrait dans aucun cadre allait se produire. Le village de Rjavchik, dans le district de Tissoul, est un minuscule point perdu dans la taïga, sur la carte sans fin de la Sibérie. La vie y est dure et simple, soumise à un seul rythme, le rythme du travail de la mine de charbon. Le charbon est tout. Le travail est le pain et le sens de l'existence. Chaque jour, des centaines d'hommes, presque des garçons et déjà des vieillards, descendaient dans la mine, dans l'obscurité éternelle, pour extraire le pétrole noir du pays. Le travail était pénible, dangereux, imprégné de poussière de charbon et d'odeur d'huile. Les mineurs étaient quand des gens peu loquaces, habitués au travail ardu et ne croyant pas aux contes de fées. Le 5 septembre 1969 a commencé comme une journée de travail ordinaire. Une équipe de mineurs sous la direction du chef de section Alexandre Ivanovitch Massaligine exploitait un nouveau gisement de charbon à plus de 70 mètres de profondeur. Un énorme combine de forage s'enfonçait dans la roche, laissant derrière lui un tunnel. À un moment donné, le conducteur, un mineur expérimenté nommé Kornaoukov, sentit que les outils en acier de sa machine avaient heurté quelque chose d'anormalement dur. Cela arrivait, des blocs géants figés dans la roche depuis des millions d'années n'étaient pas rares et représentaient un danger sérieux pour l'équipement. Mais le bruit était différent. Ce n'était pas le bruit sourd de la pierre qui se brise, mais un son pur prolongé, presque musical, comme si le métal avait frappé du marbre. Le travail a immédiatement été arrêté. Le conducteur a juré, supposant qu'il était tombé sur une autre surprise de la nature. Lorsque les mineurs armés de marteaux-piqueurs et de pelles ont dégagé la roche, leur étonnement n'avait pas de limite. Du massif de charbon émergeait un bord parfaitement lisse, poli jusqu'à un éclat miroir. Ce n'était pas un caillou, c'était quelque chose d'artificiel. Heure après heure, centimètre après centimètre, ils ont libéré l'objet mystérieux de sa prison de plusieurs millions d'années. Il était vite devenu clair qu'il faisait face à un énorme coffre ou sarcophage taillé dans un matériau étonnamment semblable au marbre, mais avec une teinte inhabituelle et plus chaude. Ces états étaient si précis et ses angles si droits qu'ils semblaient avoir été fabriqués par des mains non humaines sur une machine d'une précision extrême. D'une longueur d'environ 3 mètres, d'une largeur et d'une hauteur d'environ 1,50 m. La première pensée qui traversa l'esprit des travailleurs épuisés couverts de poussière de charbon était celle d'un trésor. Un trésor. Une ancienne sépulture d'un roi scythe ou même de quelqu'un de plus ancien pleine d'or et de pierres précieuses. Les rumeurs sur cette incroyable découverte se répandirent instantanément comme une décharge électrique à travers toute la mine, puis dans le village. Le chef de section Alexandre Massaligine, homme responsable et membre du parti, se trouva dans une situation délicate.
Il comprenait parfaitement qu'il ne s'agissait pas simplement d'un ancien coffre. La profondeur de 72 mètres dans un gisement de charbon monolithique, dont l'âge, comme tout géologue le savait, se comptait en centaines de millions d'années, rendait cette découverte absolument impossible. Selon les instructions, il devait immédiatement arrêter tous les travaux et faire un rapport. Cela signifierait un retard dans le plan, une vérification, une commission de Moscou. Mais la curiosité humaine l'emporta. Il informa le centre régional d'une étrange formation géologique, mais ne se mit pas à attendre la réaction. Pendant que la direction à Kemerovo décidait quoi faire, les mineurs mus, par l'enthousiasme et l'anticipation de richesses inestimables, décidèrent d'agir eux-mêmes. Il fut décidé collectivement de remonter le sarcophage à la surface. C'était une tâche titanesque. Un monolithe de 2 tonnes devait être soigneusement extrait de la mine étroite et soulevé à la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Avec des treuils des câbles en acier et une ingéniosité russe indéniable, ils commencèrent l'opération qui dura presque toute la journée. Et voilà déjà, dans les rayons du soleil sibérien déclinant, se tenait à la surface un parfait coffre rectangulaire, un visiteur d'époque, que la science considérait comme une aire de roches inertes, de fougères primitives et de libellules géantes. Le sarcophage était hermétiquement scellé. Sur les bords du couvercle parfaitement ajusté se trouvait un joint en une substance inconnue, semblable à un mastic ou à une cire sombre. Les tentatives de le casser ou de le gratter avec un pic ne réussirent pas. Au fil des millions d'années, la substance s'était pétrifiée, s'étant liée à la pierre. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Sous l'effet de la chaleur du soleil qu'il n'avait pas vue depuis des siècles, la substance commença lentement à pleurer, à fondre, se transformant en un liquide huileux et transparent qui s'écoulait le long des parois. Un arôme fin, inconnu, mais agréable, émanait rappelant l'odeur de certaines herbes. L'un des mineurs, celui-là même, Ivan Kornaoukov, qui avait d'abord découvert le sarcophage, trouva un petit espace et y glissa une tige métallique. Un clic. Le couvercle se déplaça de quelques centimètres. Les hommes ensemble poussèrent la massive dalle. Les personnes présentes retinrent leur souffle. Ils allaient être déçus et en même temps vivre le plus grand miracle de leur vie. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni ossements, en décomposition ni bijoux. Le sarcophage était rempli jusqu'à ras-bord d'un étrange liquide d'un rose bleuâtre cristallin à travers lequel les rayons du soleil perçaient. Et dans ce liquide, comme en état d'anabiose, dans un sommeil éternel, reposait une femme. C'était une vision d'un autre monde, des yeux bleus de sommeil éternel largement ouverts, regardant s'incliner à travers l'épaisseur du liquide vers le ciel sibérien. Il n'était ni mort ni vitreux. Il semblait vivant, empli d'un calme universel. De longs cheveux châtain foncé avec une légère teinte rousse encadrèrent son visage en une vague luxuriante et descendaient en dessous de la taille. Sa peau était d'une blancheur éclatante, presque translucide, sans le moindre défaut ni touchée par le temps, ni par la décomposition. Elle portait une légère robe blanche en tissu, fin presque léger comme une plume, juste en dessous du genou, avec de courtes manches brodées d'un motif complexe de fleurs de couleur inconnue. On aurait dit qu'elle n'était pas morte, qu'elle dormait simplement, et ce sommeil durait une éternité. Elle était vivante, absolument vivante. Autour du sarcophage, tout le village s'était rassemblé des plus jeunes aux plus vieux. Les gens regardaient ce miracle se signer, murmuraient, incapables de croire leurs yeux. Ils touchaient l'osselet, qui était légèrement tiède et huileuse au toucher mais n'avait pas d'odeur. L'un des travailleurs, pris d'un élan de folie, a plongé sa main dans le liquide et l'a goûté. Plus tard, il raconta qu'il était légèrement sucré, mais une semaine après, cet homme devint fou et en hiver, il gela à mort sur le seuil de sa propre maison, incapable de la retrouver. D'une taille d'environ 25 sur 10 centimètres, avec un bord arrondi. Il ressemblait à un téléphone mobile moderne ou à une petite tablette, mais sans le moindre bouton écran ou prise. Juste un morceau monolithique de matériau noir ne reflétant pas la lumière. La nouvelle de la princesse de Tizoul, comme on l'appela aussitôt, se répandit dans les environs à la vitesse d'un feu de forêt. Et bientôt ceux dont le travail est de préserver les secrets d'État firent leur apparition. Environ à 2 heures de l'après-midi, le lendemain, le bruit d'un hélicoptère se fit entendre au-dessus du village. Un appareil de couleur rouge brique appartenant, comme on l'apprit plus tard, à l'armée atterrit directement sur le site de la mine de charbon. En sortirent une douzaine d'hommes robustes en civil, mais avec une allure militaire indéniable. Ils ne se présentèrent pas, mais tout le monde comprit. Le comité de la sécurité d'État. Tout d'abord, ils bouclèrent le site de la découverte, le déclarant zone de contamination biologique et dangereux pour la santé. Tous les curieux, et à ce moment-là, presque tout le village avait été près du sarcophage, furent durement éloignés à une distance sûre. Ensuite, ils commencèrent
a enregistré scrupuleusement de manière méticuleuse les données de chacun qui avait touché le sarcophage ou le liquide, ou même simplement été à proximité prétendument pour un suivi médical ultérieur et pour prévenir une épidémie. Leur tâche était claire: retirer l'artefact, son contenu, et effacer toute trace de son existence. Mais un problème se posa auquel les mineurs furent également confrontés. Le sarcophage était trop lourd pour l'hélicoptère. Alors le chef de groupe, un homme aux yeux froids et au menton volontaire, prit la décision de l'alléger en pompant le liquide. Sous les yeux pétrifiés des mineurs qui étaient maintenus à distance, ils plongèrent un tuyau avec une pompe dans le sarcophage. Et à ce moment-là, quelque chose d'horrible et d'inexplicable se produisit. Dès que le niveau du liquide commença à descendre, révélant les épaules et le visage de la femme, son corps commença à changer. La peau d'un blanc éclatant s'assombrissait sous leurs yeux, se desséchait, se transformant en parchemin, les traits du visage se déformaient, s'aiguisant. Le miracle mourait, se transformant en une momie ordinaire. L'un des officiers, dans un accès de panique, cria de remettre le liquide. La pompe fut mise en marche arrière. Et à nouveau, pour la deuxième fois en une journée, l'incroyable se produisit. À mesure que le sarcophage se remplissait de la substance rose-bleue, l'obscurité commença à reculer. La peau retrouva son apparence originelle. Sur ses joues, une légère rougeur apparut même. La femme avait de nouveau l'air de s'être endormie il y a à peine un instant. Réalisant qu'il était impossible de séparer le sarcophage de son contenu, les hommes en gris changèrent de tactique. Ils appelèrent par radio un deuxième hélicoptère de transport plus puissant. Pendant qu'ils l'attendaient, ils collectèrent soigneusement tous les restes de la pâte d'étanchéité dans des sacs en plastique. Lorsque le deuxième hélicoptère arriva, le sarcophage fut accroché avec des câbles et entièrement chargé dans son ventre. L'hélicoptère s'éleva lourdement dans le ciel, emportant avec lui un secret qui n'avait pas sa place dans les manuels d'histoire. Il prit la direction de Novosibirsk, et aux habitants de Rjavtchik, il fut ordonné de manière très stricte d'oublier tout ce qu'ils avaient vu. Cela n'existait pas. Vous n'avez rien vu, sinon blâmez-vous. Mais la mémoire humaine n'est pas un disque dur que l'on peut formater sur ordre. L'histoire de la belle au bois dormant du gisement de charbon avait déjà commencé à vivre sa propre vie, se transformant en légende, se transmettant de bouche à oreille, en chuchotement, dans les cuisines et les salles de pause. Les autorités en étaient conscientes, et elles commencèrent à agir. Quelques jours plus tard, un petit article insignifiant parut sur la dernière page du journal local du district de Tissoul, Pravda Severai. Il y était brièvement indiqué qu'un ancien artefact archéologique, une boîte en pierre, avait été découvert dans la mine de charbon du village de Rjavtchik, suscitant un grand intérêt pour la science. Pas un mot sur la femme, pas un mot sur sa conservation incroyable, pas un mot sur le liquide. Juste une boîte, en pierre. Même cette publication édulcorée et inoffensive provoqua une réaction furieuse et inappropriée. Des hommes en civil revinrent à Rjavtchik. Ils passèrent méthodiquement par toutes les maisons, tous les établissements, confisquant chaque exemplaire du journal. Ils entraient dans les bibliothèques, dans les archives du district, détruisant toute mention même indirecte de la découverte. Le rédacteur en chef du journal et le journaliste ayant écrit l'article furent convoqués dans les bureaux du KGB de la région, après quoi ils jurèrent de ne plus jamais parler de ce sujet. Les autorités ne se contentaient pas de cacher l'information. Elles menaient un nettoyage total du champ d'information, tentant de créer un vide autour des événements du 5 septembre 1969. Pourquoi qu'est-ce qui était si terrible dans cette découverte pour pousser le tout-puissant comité de sécurité d'État à agir de manière si brutale, directe et apparemment paniquée? La réponse à cette question commença lentement à filtrer des cercles scientifiques de Novosibirsk où le sarcophage avait été amené. 5 jours après que l'hélicoptère ait emporté la princesse, une réunion d'urgence fermée s'est tenue dans l'académie de Novosibirsk, le cœur scientifique de la Sibérie. Des chercheurs de premier plan dans divers domaines étaient présents: géologues, paléontologues, biochimistes, physiciens. L'un des professeurs ayant eu le premier accès à l'artefact a partagé avec ses collègues des résultats préliminaires mais absolument choquants. Les informations de cette réunion, malgré les engagements de confidentialité et le contrôle total du KGB, ont néanmoins fuité grâce à un jeune chercheur qui a partagé ce qu'il avait entendu avec un ami. Et ces informations bouleversaient le monde. La première et la plus importante, l'âge. L'analyse géologique du gisement de charbon dans lequel le sarcophage avait été trouvé a été réalisée en utilisant toutes les méthodes disponibles à l'époque, y compris l'analyse stratigraphique et le carbone 14. Le résultat était sans ambiguïté et ne laissait place à aucun doute. La formation de ce gisement date du Carbonifère, période de l'ère paléozoïque. Cela signifie que le sarcophage a été enterré dans le sol il y a plus
de 800 millions d'années. Et arrêtons-nous un instant, essayons de réaliser ce chiffre. 800 millions d'années, c'est fait, ça à l'ère précambrienne, une époque où il n'y avait pas encore de dinosaures qui n'apparaîtront que dans 600 millions d'années. La vie ne faisait que faire ses premiers pas timides de l'océan vers la Terre sous la forme de plantes primitives et d'invertébrés. Sur les continents, le royaume des fougères géantes des prêles et des mousseraignés. Il n'y avait ni oiseaux, ni mammifères, ni même des humains. La théorie de Darwin, fondement de la science soviétique, stipule que les premiers ancêtres de l'homme sont apparus seulement quelques millions d'années auparavant. Et ici, dans le gisement de charbon dans une capsule hermétique, se trouvait une femme de type moderne, notre copie génétique exacte datant de 800 millions d'années. Cela ne faisait pas seulement vaciller la théorie de l'évolution, cela la réduisait en poussière. Le professeur, lors de cette réunion, a émis une hypothèse sur la manière dont cela aurait pu se produire. Il y a longtemps, à cet endroit se trouvait une forêt dense. La femme a été enterrée dans un caveau en bois au cœur de la forêt. Au fil du temps, en raison de processus géologiques, le caveau avec le sarcophage a été enfoncé profondément sous terre, se retrouvant dans des conditions hermétiques sans accès à l'oxygène. Pendant des millions d'années, l'organique l'entourant, les arbres, les plantes sous une pression et une température énorme s'est transformé en charbon tandis que le sarcophage fait d'un matériau incroyablement résistant est resté intact au cœur de ce gisement. Mais l'âge n'était qu'une première partie de l'énigme. L'analyse même de l'artefact et de son contenu a soulevé encore plus de questions auxquelles la science de 1969 n'avait pas de réponse. Le tissu de la robe de la princesse. Les scientifiques n'ont pas pu déterminer sa composition. Il ne ressemblait à aucun soie naturel, coton ou matériau synthétique connu comme le nylon ou le capron. L'analyse microscopique a montré qu'il ne se composait pas de fils entrelacés, mais d'une structure cellulaire complexe. La technologie de sa fabrication dépassait même les prévisions les plus audacieuses du tournant du XXe siècle. C'était un tissu d'une civilisation ayant atteint des sommets incroyables en chimie et en sciences des matériaux. Le liquide. Sa composition est également restée une énigme insoluble. L'analyse spectrale a révélé la présence de certains éléments de base dérivés de variétés anciennes et disparus d'oignons et d'ail. Mais ce n'étaient que des composants secondaires. La formule principale, capable d'arrêter le temps, de prévenir la décomposition des cellules organiques pendant 800 millions d'années, est restée non résolue. C'était une technologie de biostase d'anabiose dont la science moderne ne peut que rêver en lisant des romans de science-fiction. Et enfin, le plus important, la femme elle-même. L'analyse génétique réalisée dans la plus stricte confidentialité a donné le résultat le plus stupéfiant, le plus impossible. Son acide désoxyribonucléique était identique à 100% à l'acide désoxyribonucléique d'une femme moderne d'origine europoïde. Ce n'était pas une espèce inconnue d'hominidés, ni un homme de Pékin, ni un extraterrestre de l'autre planète. C'était une femme comme nos sœurs, nos mères et nos filles. Elle appartenait à notre espèce. Mais sa civilisation existait et avait atteint un incroyable apogée 800 millions d'années avant la nôtre. Cette découverte n'était pas simplement une sensation archéologique. C'était une bombe à retardement sous tout le fondement de l'histoire humaine, de la science et de la religion. Cela signifiait que nous n'étions pas la première civilisation intelligente sur cette planète, qu'il y avait eu une autre civilisation peut-être beaucoup plus avancée qui avait disparu pour des raisons inconnues, laissant derrière elle cette incroyable capsule temporelle. Il devenait absolument clair pourquoi les autorités avaient si peur. Reconnaître l'existence de la princesse de Tissoul signifierait admettre que toute la science soviétique et mondiale était fondée sur de fausses prémices. Ce serait un effondrement idéologique, une destruction de la vision matérialiste du monde. Il était plus simple de déclarer tout cela comme une invention de classer les données et d'enterrer le secret dans les profondeurs des dépôts spéciaux du Comité de la sécurité d'État. Et ils ont commencé à enterrer. Mais pas seulement l'information dans les archives. Après les informations, ces porteurs vivants ont commencé à disparaître. Le destin des témoins directs du miracle de Tissoul s'est avéré tragique et suspectement systématique. Un an seulement après la découverte en 1970, Ivan Kornaoukov, le conducteur du Combine, qui a été le premier à regarder dans le sarcophage, est mort dans un accident de moto en percutant un camion de marque Kras. Les circonstances de l'accident étaient extrêmement étranges. Au cours des années suivantes, 6 autres personnes ayant participé à l'extraction du sarcophage ont péri dans des accidents de la route, se sont noyées ou sont mortes de maladies fulgurantes. Cette série de décès semblait être une élimination froide et systématique de tous les témoins clés.
L'un des rares survivants, le géologue Vladimir Podrechetnikov, qui était présent lors de la découverte, est resté silencieux pendant de nombreuses années, craignant pour sa vie et celle de sa famille. Ce n'est qu'à la fin des années 90, après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'il a décidé de raconter aux journalistes ce qu'il savait. Et son récit a ajouté de nouveaux détails encore plus sinistres et à grande échelle à cette histoire. Selon lui, la découverte de Tissoul n'était pas unique. En été 1973, lorsque l'engouement autour de la première princesse s'était complètement apaisé dans la même région autour de Rjavtchik, des fouilles à grande échelle mais complètement secrètes ont commencé. Le site était bouclé par des troupes, plusieurs cordons étaient établis et aucun des habitants n'était autorisé à s'en approcher. Les travaux se poursuivaient 24 heures sur 24 sous les projecteurs. Un des soldats ayant trop bu dans une taverne locale a laissé échapper qu'ils avaient trouvé un véritable cimetière ancien. 3 autres sarcophages identiques au premier. Ils ont également été secrètement sous le couvert de la nuit, transportés par des hélicoptères de transport lourd vers une destination inconnue. Cette information résonne avec des révélations ultérieures de l'ancien colonel du comité de la sécurité d'État Valéry Malevanov. Il affirmait que dans les archives secrètes de l'Agence des données, sur plusieurs découvertes similaires à travers l'Union des républiques socialistes soviétiques, faites dans les années 60 et 70, étaient comptés et conservés. Des sarcophages avec des corps parfaitement conservés dans un liquide inconnu dont l'âge se comptait par dizaines et centaines de millions d'années. Il semble que le comité de la sécurité d'État ne se contentait pas de cacher un cas anormal isolé. Il rassemblait délibérément et systématiquement des preuves de l'existence d'une supercivilisation préhistorique créant leur propre fonds secret d'artefacts anormaux. Mais si c'est vrai, alors l'histoire de la princesse de Tissoul n'est pas un miracle sibérien unique. C'est juste un des maillons d'une chaîne d'énigmes inexpliquées dispersées à travers le monde et à travers l'histoire. Rappelons-nous de la Rome antique. En 1485, à l'époque de la renaissance des ouvriers extrayant du marbre sur la célèbre voie appienne, sont tombés sur un sarcophage antique. Lorsqu'il a été ouvert, ils ont découvert à l'intérieur le corps d'une jeune fille immergée dans un liquide transparent inconnu. Sa conservation était absolue, sa peau était ferme, ses cheveux brillaient. Ses articulations étaient mobiles, on aurait dit qu'elle était morte seulement hier. On l'a appelée la fille de Cicéron. La nouvelle de ce miracle s'est répandue à Rome, provoquant un pèlerinage. Le pape Innocent, lui, effrayé par une telle anomalie qui contredisait les dogmes chrétiens sur la décomposition de la chair, ordonna de faire sortir secrètement et d'enterrer le corps dans un lieu inconnu et de détruire toutes les mentions de cela. Le même schéma qu'en Sibérie, 500 ans plus tard. Découverte choc dissimulation. Déplaçons-nous en Chine en 1971. Des archéologues ouvrent la tombe de la noble dame Xin Jui, épouse du marquis Dai, qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Son corps flottait dans 80 litres de liquide légèrement acide et sa conservation était stupéfiante. Sa peau était élastique, ses articulations conservaient leur mobilité et même du sang de groupe A était encore présent dans ses veines. Les scientifiques n'ont toujours pas réussi à percer le complexe secret de la composition de la substance de conservation qui a permis d'atteindre un tel effet. Rome, Chine, Sibérie. Différentes époques, différentes cultures, différents niveaux d'ancienneté. Mais un même phénomène étonnant, la technologie de conservation de l'organique, dans certains cas dépassant nos rêves les plus fous. Coïncidence où toutes ces découvertes sont-elles un écho faible et lointain de la même civilisation globale oubliée dont les connaissances et les technologies sont perdues dans les labyrinthes des instituts de recherche scientifique secrets et des dépôts de Novosibirsk et de Moscou. La science officielle garde un silence de mort. Toute demande se heurte à un mur de déni. Cela n'a jamais existé, ce n'est qu'une légende, une rumeur de journal, une légende urbaine basée sur le conte des frères Grimm sur Blanche-Neige. Mais il y a trop de preuves indirectes, trop de témoignages, même s'ils ne sont pas documentés pour simplement balayer cette histoire comme une invention. Elle continue de vivre ce parent de nouvelles théories et spéculations, chacune méritant d'être examinée. Première théorie, civilisation antédiluvienne. C'est la théorie la plus simple et en même temps la plus effrayante. Elle stipule qu'il y a longtemps sur Terre existait une civilisation humaine hautement développée. Ils ont atteint des sommets incroyables en sciences et technologies, en ingénierie génétique, en nanotechnologie, peut-être même en voyages interstellaires. Mais que quelque chose s'est produit. Un cataclysme mondial, la chute d'un astéroïde, un changement de pôle ou plus probablement une guerre destructrice avec des armes que nous ne pouvons même pas imaginer, les a effacés de la surface de la Terre, ne laissant presque aucune trace.
Les sarcophages que nous trouvons ne sont pas des tombes au sens où nous l'entendons, mais des archers des capsules d'Arnabiose. Créés dans l'espoir que quelqu'un parmi eux survive à la catastrophe et puisse faire renaître la civilisation dans un avenir lointain. Peut-être que la princesse de Tissoul n'est pas morte, mais dort encore attendant le signal de réveil et la boîte noire à sa tête et la clé de ce réveil. Deuxième théorie, origine extraterrestre. Cette version suppose que la princesse de Tizoul et des êtres similaires ne sont pas des autochtones de la Terre. Ce sont des représentants d'une race extraterrestre, peut-être de nos créateurs ou d'ancêtres lointains qui ont colonisé la Terre il y a des centaines de millions d'années. Peut-être que leur vaisseau s'est écrasé et que les survivants ont été placés dans des capsules de sauvetage sarcophages. Ou bien, ce sont des observateurs laissés sur la planète pour étudier son développement. Cette théorie explique le niveau technologique incroyable des artefacts, mais elle laisse ouverte la question de l'identité génétique complète de la princesse avec l'homme moderne. Troisième théorie, une mystification complexe. Il ne faut pas écarter la version d'une immense mystification. Mais par qui et pourquoi a-t-elle été créée? Et certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une opération complexe du Comité de la sécurité d'État lui-même. L'objectif, discréditer la science occidentale en fournissant une preuve irréfutable de l'invalidité de la théorie de Darwin, ou au contraire tester la vigilance et la loyauté de ses propres chercheurs et de la population. Cependant, cette version s'effondre lorsqu'elle est confrontée aux détails. Créer une poupée aussi parfaite et un liquide en 1969 était technologiquement impossible. Trop de témoins, trop d'éléments complexes et inexplicables. L'histoire de la princesse de Tissoul nous pose des questions fondamentales presque philosophiques. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers et même sur notre propre planète? Elle nous pousse à douter de l'inébranlabilité des dogmes historiques et à reconnaître que notre passé peut être beaucoup plus étrange multicouche et étonnant que nous ne pouvons l'imaginer. Peut-être ne saurons-nous jamais toute la vérité. Peut-être que les rapports officiels sur l'autopsie et l'étude du sarcophage resteront à jamais classés secret défense dans les sous-sols de la Loubianka. Mais tant que la mémoire de la belle aux yeux bleus endormie depuis 800 millions d'années dans le sol sibérien perdurera, l'humanité continuera à poser des questions et à chercher des réponses. Cette histoire n'est pas simplement une légende, c'est un défi. Un défi à notre connaissance, notre foi et notre modeste place dans le fleuve illimité du temps. Elle nous rappelle que nous ne sommes peut-être qu'une ondulation à la surface de l'océan de l'histoire, ignorant les puissants courants et les formes de vie incroyables cachées dans ses profondeurs. Que pensez-vous, la princesse de Tissoul était-elle une véritable visiteuse d'un passé inimaginablement lointain, une preuve irréfutable de l'existence de l'humanité avant l'humanité? Ou n'est-ce qu'une des théories du complot les plus complexes et les plus durables de l'époque soviétique, une mystification habile des services secrets, une réalité enterrée sous des mètres de charbon et de mensonges, ou simplement un conte magnifique mais effrayant? Partagez vos versions et pensez dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.